Oh. Pourquoi il pleut? Ah, c'est l'enfer, je déteste la pluie. Ouais, non seulement ça sert à rien, mais en plus c'est désagréable. Eh bien, pour une fois, vous êtes d'accord. Mais la pluie est tout sauf inutile, Léo. Et si nous en avons un peu beaucoup en Europe, il y a d'autres continents où on voudrait bien en avoir un peu plus. Regardez cette carte, elle montre les différences de précipitations dans le monde. Précipitation, ça veut dire qu'on est pressé, non? Grand-père, il dit. Surtout, pas de précipitation. Ici, ça veut dire tout ce qui tombe de nuages. La pluie, la neige. Mais la pluie et la neige, c'est pas pareil. La pluie, c'est horrible. Et la neige, c'est trop marrant. Et si, c'est presque pareil. La seule différence, c'est ce qui se passe quand ça tombe. En dessous de zéro, c'est de la neige. Au-dessus, c'est de la pluie. Regardez, la pluie, la neige, c'est une étape dans ce qu'on appelle le cycle de l'eau. L'eau des lacs, des rivières et surtout l'eau des mers et des océans s'évapore sous l'influence de la chaleur du soleil. Elle passe de l'état liquide à l'état de vapeur. L'eau qui est présente dans l'air... Il y a de l'eau dans l'air? Mais oui, quand tu souffles contre une vitre et que la buée apparaît dessus, c'est que l'air que tu as soufflé contenait de l'eau. Waouh! Je souffle de l'air qui contient de l'eau? Et toute cette eau présente dans l'air va finir par se condenser, c'est-à-dire se reformer en petites gouttes d'eau ou petits cristaux de glace. Et ces milliards de petites gouttes d'eau vont former les nuages qui flottent dans l'air. Alors un nuage, c'est juste de l'eau? Eh oui, quand tu traverses du brouillard et qu'ensuite tu es tout mouillé, le brouillard c'est un nuage au ras du sol. Et donc, quand certaines conditions sont réunies, les petites gouttes se groupent, deviennent des grosses gouttes, et comme ces gouttes d'eau sont trop lourdes pour rester suspendues dans l'air, il pleut, ce qui vient alimenter en eau les rivières, les mers et les océans. Et tout recommence. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien vous donner la peine de descendre, nous sommes arrivés. Oh, il pleut toujours. À mon avis, c'est plutôt que les gouttes d'eau sont trop lourdes pour rester suspendues dans l'air. Non mais c'est quoi ce tsunami? C'est quoi un tsunami? Je t'explique. C'est un tremblement de terre sous-marin. Le sol de l'océan bouge tout d'un coup, et bien sûr, l'eau au-dessus, elle aussi. Cela crée une vague. Mais des vagues, il y en a tout le temps sur l'océan. Oui, mais c'est une vague spéciale, car l'eau ne bouge pas qu'en surface, elle bouge aussi en profondeur. Et c'est pour ça que le tsunami peut aller très loin, plusieurs milliers de kilomètres. Ce bateau flotte à la surface de l'océan. Attention, voici le tsunami. Oh, il a même pas coulé. Eh oui, car quand l'océan est profond, le tsunami n'est qu'une petite vague qui va très vite, presque imperceptible pour les bateaux. Mais quand le tsunami arrive près des côtes, tout change, car l'océan n'est plus profond et le tsunami va se transformer en une vague meurtrière. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de tsunami, qui veut dire en japonais la vague du port. Car quand les pêcheurs japonais rentraient de la pêche, ils étaient tout étonnés de voir que leur port avait été détruit par une vague, alors qu'eux n'avaient rien senti en mer. Et comment ça se fait? La vague change de rythme, elle s'approfondit, et quand elle arrive au rivage, cela crée des bulles de la mer, puis un raz-de-marée. Elle peut aller très loin et tout détruire sur son passage. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Directement rien, mais on peut créer un système d'alerte. Les gens qui habitent autour de l'océan Pacifique sont prévenus dès qu'il y a un tremblement de terre sous l'océan. Ils ont même le temps de s'éloigner, ça permet d'éviter beaucoup de morts. Et tu pourrais pas leur faire croire qu'il y a un tsunami qui va arriver? Ça nous ferait plus de place. Je vais te rattraper, Léo. L'intérêt, oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Une salade de petits pois OGM? C'est quoi les OGM? Par exemple, regardez ce petit pois. Que voyez-vous? Plein de petits trucs avec des noyaux. Ça s'appelle des cellules, non? Oui, tout ce qui est vivant, nous comme les petits pois, est fait de cellules, des petits sacs avec un noyau dedans. On peut encore agrandir avec ce sacré microscope. Regardez. C'est quoi ces X et ces Y? Ce sont les chromosomes, de minuscules pelotes de fil. Et ce fil, c'est... Oh, c'est ça
l'ADN. Oui, une échelle dont les barreaux sont les gènes. Chaque terre que tu as, la couleur de tes yeux, Charlotte, tes cheveux roux, Léo, et même ton fichu caractère. Tout ça est inscrit dans vos gènes, dans tous les noyaux de toutes vos cellules. Et les OGM dans tout ça? Eh bien, un OGM, c'est un organisme génétiquement modifié. C'est un être vivant dont on a transformé un gène. Par exemple, en ce moment, un des OGM les plus utilisés est un maïs. Des insectes nuisibles envahissaient les champs et dévoraient le maïs. Eh bien, on a rajouté à ce maïs un gène qui fait fuir ces insectes. Du coup, les entreprises qui vendent ce maïs et les paysans qui l'utilisent disent que c'est très bien, car ça leur évite de mettre des produits contre les insectes. Mais d'autres personnes disent que c'est dangereux, car on ne connaît pas tous les effets de ce changement de gène. Cela peut transformer d'autres plantes ou animaux sans qu'on sache comment. 4 heures, maman nous attend. Mais alors, les OGM, c'est bien ou c'est pas bien? C'est comme souvent quand on parle de science. On ne sait pas encore. Continuez à chercher et faire très attention. Aïe, Pruneau! J'ai dit faire attention. Professeur! Tu as déclenché un vrai tremblement de terre. Je t'ai déjà dit de ne pas claquer la porte. Au fait, pourquoi il y a des tremblements de terre? Pourquoi? Mais c'est très simple, regarde. La Terre est un peu comme une orange, dure en dessous et molle en dessous. Mais ce qu'il y a en dessous de l'écorce terrestre est très chaud. C'est de la roche fondue. Cela s'appelle le magma. Et comme il bouge, ce magma, il fait aussi bouger les plaques qui constituent l'écorce de la Terre. Mais alors, il devrait y avoir des tremblements de terre tout le temps. Il y en a tout le temps, seulement ils n'ont pas lieu toujours au même endroit. Et la plupart sont de tout petits tremblements de terre. Et les grands, alors? Oh, les grands, regarde. Là, tu vois qu'il n'y a pas qu'une seule plaque tout autour de la Terre. Toutes ces flottes sur le magma, elles n'arrêtent pas de pousser l'une contre l'autre, car il n'y a pas de place pour tout le monde. Oh, regarde, ça y est, cette plaque poussait depuis longtemps contre l'autre et elle est finalement arrivée à la faire bouger. L'épicentre est l'endroit juste au-dessus de là où ça a bougé. Aïe, il y a beaucoup de dégâts, peut-être des centaines de morts. Et on ne peut rien faire contre les tremblements de terre? On sait où ils peuvent arriver, mais on ne sait pas du tout quand. Alors en attendant, il faut des maisons qui peuvent résister aux tremblements de terre. Et ton labo, alors? Il ne va pas s'effondrer? Il faudrait un énorme tremblement de terre. Regarde, toute la structure du bâtiment est liée pour qu'il reste souple et ne s'écroule pas à la première secousse. Bon, ok, super intéressant. Mais je crois qu'il faut vraiment que j'y aille. J'ai plein de devoirs à la maison. Salut! Ne pas claquer là. Oh, oh, oh. On l'a échappé belle, Pruneau. On aurait pu être emporté par le cyclone. C'est un cyclone, juste un petit coup de vent avant l'orage. Et dans 2 heures, il fera beau. Si c'était un cyclone tropical... Et c'est quoi un vrai cyclone tropical? C'est un tourbillon de nuages qui peut atteindre 2000 km et avance lentement sur les océans chauds près de l'équateur en tournant très vite sur lui-même. Jusqu'à ce qu'il atteigne une côte et y dévaste tout. Il y en a souvent. Surtout l'été, quand l'eau de ces océans est bien chaude. Regarde, on voit que l'eau est si chaude que l'air au-dessus est plein de vapeur. Cette vapeur se transforme en d'immenses nuages et comme la Terre tourne, cela fait peu à peu tourner ces nuages qui forment un énorme tourbillon qui tourne de plus en plus vite. Le cyclone est né. Regarde de quoi il est fait. Tu vois qu'il y a des nuages qui montent jusqu'à 2 ou 3 kilomètres et tournent autour de ce qu'on appelle un œil, un grand trou vertical au milieu du cyclone où bizarrement l'air est très calme car juste autour, c'est là que les vents soufflent à 300 km/h. Et quand est-ce que le cyclone arrive sur les... Ça vient. Il avance et plus il avance sur l'océan, plus il accumule de vapeur, plus il grossit. Tu peux imaginer les dégâts que cela peut causer quand cela arrive au-dessus d'une île ou d'un delta. Les gens doivent se barricader chez eux pendant 2 ou 3 jours, le temps qu'il passe. Heureusement, quand il arrive sur les continents, il perd rapidement de sa puissance. Ah, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'océan chaud en dessous pour alimenter la machine. Il y a la Terre qui est plus froide que l'océan. Et du coup, le cyclone se transforme en une très grosse pluie. Après avoir tout de même provoqué des raz-de-marée meurtriers, cassé beaucoup de maisons et souvent tué beaucoup de gens. Eh ben, un vrai petit cyclone, ce Pruneau. On peut manger quelque chose? On n'a pas eu le temps de petit déjeuner et la prof de maths est absente. Ah, bon. Mon miel! Et hop, vous avez l'air d'aimer le miel. Je suis fou de miel.
Et puis avec ce qui arrive aux abeilles, Qu'est-ce qui leur arrive? elles disparaissent. Et pourquoi? Il y a des gens qui les tuent? Non, ce serait trop simple. Regarde. Des fois, dans une ruche, toutes les abeilles tombent mal à coup. D'autres fois, celles qui sont parties chercher de la nourriture perdent leur repère et n'arrivent plus à retrouver leur ruche où les autres abeilles meurent de faim. Une chose est sûre, les abeilles sont aujourd'hui plus fragiles qu'il y a 30 ans. Mais on sait pas pourquoi? Non, mais on a beaucoup d'indices montrant que ce sont les changements dans l'agriculture qui perturbent les abeilles. Peut-être les pesticides, les produits qu'on met pour tuer les insectes ou empêcher les mauves de pousser, peut-être les plantes OGM, peut-être encore autre chose, et peut-être tout cela à la fois, car les abeilles vivent très près des hommes, qui les utilisent pour fabriquer le miel depuis des millénaires. Alors il y aura plus de miel. Mais pas seulement, ma pauvre. Les abeilles ont un rôle très important dans la reproduction des plantes à fleurs. On pense que si les abeilles disparaissent, beaucoup de plantes qui nous sont très utiles disparaîtront aussi. Bon, eh ben, s'il reste un peu de miel. Oh, il est vide, professeur.